Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Essassa Débat, merci et bienvenue de nous rejoindre dans cette émission. En RDC, la CENI a lancé la cartographie, une opération qui consiste à préparer les élections de 2023. Entre-temps, au niveau de l'Assemblée nationale, les débats sur la révision électorale divisent la classe politique. Comment prévoyez-vous l'issue des élections de 2023 entre préalable et consensus? On en parle aujourd'hui. Je reçois Madame Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays d'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Henri, merci encore de m'avoir associé à cette émission aujourd'hui. Madame Nathalie Kambala-Loussé, l'élection des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème a eu lieu les 6 mai dernier. Il faut dire qu'il se constate durant cette phase d'élection de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs une disparité. Les femmes sont estimées à 14% dans leur participation. Qu'est-ce qui serait à la base de cette disparité de femmes à l'élection de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs? Oui, merci beaucoup. En fait, pour nous d'abord, s'il faudra évaluer les élections de ces 14 provinces, pour nous c'est quand même une petite avancée significative de voir que cette fois-ci, les députés provinciaux ont cru à la gestion de la femme et ils ont accepté aujourd'hui de mettre la femme à la tête de leurs différentes provinces. Et aujourd'hui, pour votre information, je sais que vous le savez déjà, nous avons déjà 3 femmes gouverneurs de province. Justement. Et nous avons pratiquement 2 femmes vice-gouverneurs. Ce sont des choses qui ne se faisaient nulle part. On a vécu des différentes gouvernances ici et jamais voir une femme gouverneur de province. Et si on ajoute Fifi Masuka qui fait l'intérim de Luala, je vous assure que c'est déjà pour nous quelque chose de positif, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais aussi l'inquiétude que nous avons, c'est de voir les femmes. On a suscité les ambitions. Les femmes se sont portées garant de mettre leur tête pour aller se battre au perchoir et gagner la confiance de députés provinciaux pour gérer les différentes entités provinciales. Mais malheureusement, on avait constaté aussi que les femmes, on ne les a pas permis d'arriver jusqu'au bout avant les élections. Et sur le chemin, elles étaient arrêtées par la CENI pour dire qu'il y avait, entre-temps, il y avait conflit d'intérêts, entre-temps, il y avait autre chose, entre-temps, elles n'étaient pas parmi les candidats de l'Union sacrée. Et cette situation nous avait un peu indignés pendant que les femmes ne sont pas représentées valablement aux instances de prise de décision. Et l'objectif que nous avons, c'est la représentation égalitaire de femmes à des instances de prise de décision. Mais voir aujourd'hui les femmes qui, avant, on nous demandait de nous battre, de lutter farouchement pour se représenter ou participer activement à la gestion de la chose publique, mais voir aujourd'hui les femmes, pendant qu'elles se battent, elles mettent leurs moyens financiers, où vous savez que le visage des femmes ici au Congo, la pauvreté a un visage féminin, mais quand la femme dépense beaucoup d'argent pour aller aussi aux élections, on pouvait vraiment accepter de la laisser jusqu'au bout. Parce que vous savez, aujourd'hui, le président de la République, il est champion dans la masculinité positive. Aujourd'hui, le président de la République, c'est combat pour l'égalité des sexes. Il fait valoir la place de la femme, le choix dans la société. Et de temps en temps, vous voyez comment il reçoit les catégories des femmes pour dire qu'il croit à la gestion de la femme, il croit à la femme et il veut que la femme participe activement à la gestion de la chose publique. Mais malheureusement, on sentait les gens qui appuyaient ou qui accompagnaient le gouverneur et le président de la République n'avaient pas sa vision. Parce qu'au-delà de femmes qui ne sont pas nombreuses, qui se sont quand même donné ce courage-là d'aller aussi déposer la candidature, commencer la campagne, déposer tout ce qu'il fallait pour seulement l'intérêt, conflit d'intérêt. Parce qu'il n'y avait qu'un seul gouverneur. Je pouvais encore accepter s'il y avait deux gouverneur et qu'il fallait choisir une personne. Mais ici, il y en avait déjà au-delà de 10 candidats, 15 candidats, 5 candidats. On pouvait laisser les femmes qui se sont aussi données corps et âme pour aller aux élections. Mais ça, on sent qu'on a encore du boulot à faire. Les femmes doivent se préparer en tout et pour tout, comme des vraies politiciennes, c'est rassurer que leurs dossiers n'ont pas de problème,
qu'elles entrent partout, les hommes entrent pour se rassurer qu'elles n'auront pas de problème. Mais si on devait suivre la logique de la chose, on pouvait laisser celles qui avaient déjà postulé avant. Mais en grosso modo, nous sommes ravis vraiment de voir que pour une fois, en République démocratique du Congo, 4 provinces dirigées déjà par les femmes, plus Fifi Masuka, et d'autres provinces avec des femmes vice-gouverneurs. Pour nous, déjà, ce sont des avancées significatives. Madame Nathalie Kambala, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été décoré, n'est-ce pas, champion en masculinité positive. Et justement, la province du Kasaï central, qui est en fait l'une des provinces dans la région où il y a son fief, a vu être porté à être élu comme gouverneur, M. John Kabeya. Est-ce que sa main est-elle tendue pour collaborer avec les femmes dans son prochain gouvernement? Moi, je pense qu'il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, même dans notre pays, même dans notre province, les femmes occupent un taux élevé de pourcentage de la population. Ça veut dire que nous occupons au moins 52%. Les hommes, c'est 42%. Donc, ils étaient dans une compétition, il avait une tendance, mais maintenant, moi, je me dis qu'il n'a pas de parti politique. Il devient gouverneur, ça veut dire il est le père de tout le monde, et de bons et de mauvais. Il est devenu gouverneur et de femmes et de hommes. Il est gouverneur et de tous les jeunes. Moi, je pense qu'en ce niveau ici, ce n'est pas le temps de commencer à fouiller qui ne m'a pas soutenu, qui a soutenu. Pour le moment, il doit regarder cap vers le développement de notre province. Et pour y arriver, il a besoin de soutien de tout le monde. Et les hommes et les femmes. Il ne faut pas négliger. Moi, je pense qu'à un certain moment, la défaillance de nos gouverneurs, de nos autorités politico-administratives, ça passe qu'on y va dans la gestion de la chose publique avec des tendances politiques, avec des humeurs politiques. On oublie que nous sommes en train de gérer les personnes, leurs biens, et pour bien le gérer, il faut accorder l'oreille attentive à toutes les parties prenantes pour arriver à exécuter son projet ou son plan d'action qu'il a mis devant les députés. Et donc, moi, je pense que M. John Kabeya, Excellence, Monsieur le gouverneur, que je félicite d'abord devant vos micros, vous m'avez donné cette chance-là de le féliciter. Il a été brave, qu'il prouve au Kasaï central qu'il est père d'une famille. On avait besoin d'un pacificateur, d'un rassembleur, d'un unificateur, dont on n'a pas besoin de quelqu'un qui viendra encore créer des problèmes. Donc, sa venue à la tête de la province, c'est une joie, et 2 hommes et 2 femmes et des enfants. Donc, notre souci, c'est de voir notre province décoller. Si vous êtes demandé, Madame Nathalie Kambala, de donner un conseil, l'actuel gouverneur du Kasaï central, John Kabeya, doit-il achever les projets déjà commencés par ses prédécesseurs ou lui-même devra initier de nouveaux projets? Bon, mon point de vue, ça sera un peu tard. Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté devant les élus provinciaux. Il a présenté son plan d'action. Ils étaient très nombreux, mais on a senti que c'est son plan d'action qui a attiré l'attention. Ça veut dire qu'il doit maintenant mettre en œuvre ce qu'il a prévu. Sinon, si je demande ce qui n'était pas prévu, ça veut dire qu'on va encore l'embrouiller. Moi, je pense que cette fois-ci, même les différentes émissions qui vont commencer à passer, s'il vous plaît, aidez le gouverneur à exécuter son plan d'action. Ce n'est pas aussi intéressant d'amener de nouveaux projets qui ne vont pas vraiment être réalisés parce qu'on est gouverneur de province. Il y a beaucoup de choses qui sont restées. Même tous ces projets de Kalambambouji, de Katende. Tchilégelou, par exemple. Tchilégelou et tout. Ce n'est pas Tchilégelou. Je dis aussi que c'est le niveau national. Ça ne dépend pas du gouverneur de province. Donc, qu'il ne puisse pas s'intéresser de choses qui concernent le niveau, les institutions nationales, qu'il s'occupe de la province et qu'il soit attentif aux problèmes de la province. En tant que structure qui défend le droit de femmes, qui pousse les femmes à participer à la gestion de la chose publique, tout ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est d'être attentif aux cris de femmes et de filles qui sont longtemps méprisées, qui sont longtemps oubliées. Et vous savez que le Kasaï central, c'est une partie de notre pays qui a traversé des moments difficiles pendant la guerre du Kamuna-Sapou. Et les femmes et les enfants en sont de victimes principales. Donc, le gouverneur va arriver. Nous sentons qu'il y aura un nouveau souffle
de vie de la population, il ne va pas aussi résoudre tout. Peut-être que les gens aussi ne pensent pas qu'il va amener un bâton magique pour changer de choses. Il arrive déjà, c'est Katende qui va s'allumer, c'est Kalamambouji qui sera. Non, ça demande aussi de fonds. Donc, il y a un travail à faire en amont où nous, la société civile, nous devons mobiliser la population, de payer les taxes, de raflouer les caisses de DGRCAC pour lui permettre aussi d'exécuter, même au niveau national, des rétrocessions qui arrivent. Ça dépend de ce que nous mettons dans la caisse de l'État. Si nous donnons rien, mais nous attendons des miracles, ça c'est pousser les gens à voler. Donc, moi, tout ce que je peux demander, c'est à l'autorité provinciale que je salue encore et je félicite d'être très attentif aux cris de la population, de résoudre, résoudre le problème que la population va lui poser. On sait qu'au niveau de la jeunesse, on a besoin des infrastructures, par exemple, sportives. On a besoin vraiment de faire participer aussi les jeunes à la gestion de la place publique. Les femmes aussi doivent se retrouver. On connaît les femmes, on connaît les hommes du Kasaï central et nous éviter de plus importer encore des produits extérieurs prêts à consommer. On a besoin d'être produits locaux cette fois-ci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Ça débat, merci et bienvenue à cette deuxième partie de votre émission et la dernière, toujours avec Madame Nathalie Kambala. Vous avez entamé récemment des consultations avec des chefs coutumiers à Kananga et Chikapa. Pourquoi faire? Oui, vous savez que depuis 2016 à 2018, le Kasaï central était le champ de bataille, de conflit coutumier entre le chef Kamouenan Sapou et les miliciens du chef Kamouenan Sapou. Et à l'issue de cette guerre, il y a eu beaucoup de conséquences fâcheuses et désastreuses dont les femmes, les jeunes filles, les enfants étaient de principales victimes. Et dans le cadre de différentes causes qui sont arrivées, il y a eu 2 cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Et malgré qu'il y a eu cette recrudescence de cas de violences sexuelles, il y a eu des femmes mariées qui ont été aussi violées. Malheureusement, vous savez que dans la région du Kasaï, une femme qui connaît le corps d'un autre mari, une femme mariée, c'est déjà l'inceste chez nous. C'est déjà l'adultère et cette femme ne peut pas rester sur son toit conjugal. Et la raison et la sanction, c'est quoi? C'était répudier cette femme. Elle devait payer les amendes pour regagner son toit conjugal. Alors, nous sommes une structure, nous nous battons farouchement et luttons contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Et la loi congolaise ne reconnaît pas l'acte de violence sexuelle comme l'adultère. Et pourquoi les hommes du Kasaï central devaient chasser ces femmes, devaient répudier ces femmes, tout en leur demandant des sommes colossales pour payer les amendes, parce que pour eux, la femme a connu l'adultère. Et on a senti que c'était méchant. C'était pas correct envers ces femmes, pendant qu'il y a des structures qui viennent pour appuyer ces femmes gratuitement sur le plan médical, juridique, psychosocial, même la réinsertion socio-économique. Mais nous, la communauté, nous qui avons ces sœurs, ces petites filles, ces belles-mères, nous les chassons parce qu'elles ne méritent pas continuer la vie avec nous. Ce n'était pas correct. C'est ainsi que nous avons commencé à faire les plaidoyers intégrés pour la réunification des familles séparées en temps de guerre des Kamouenan Sapou. Ça veut dire quoi? Nous sommes allés voir d'abord les hommes, le mari de ces femmes, parce que FMDI, à l'époque, pour la première fois, avait reçu 78 femmes qui étaient venues à nos bureaux pour dire que, Madame Nathalie, vous qui criez tout le jour aux médias pour lutter contre les violences sexuelles, nous vous informons que nous ne restons pas avec nos maris. Ils nous ont chassés de la maison parce qu'on nous a violés pour sauver leur vie. Aujourd'hui, il y a eu des témoignages et il faut être fort pour écouter cela. Alors, nous avons commencé à visiter les hommes de ces femmes pour se rassurer, est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'on les a répudiés? Et les hommes ont dit, effectivement, on les a chassés. Il y a eu les hommes de bonne volonté qui ont gardé leurs femmes. Ils ont crié à Dieu. On a prié et ils sont là, ils ont continué la vie. Il y a celles qui ne croient pas, ces croyances. Ce sont des pratiques néfastes, des pratiques avilissantes qui rétrogradent la femme. C'est ainsi qu'on a dit aux hommes. Les hommes ont dit, nous on peut
récupérer ces femmes. Mais nos coutumes ne permettent pas. Si on se met ensemble avec ces femmes, il y aura des répercussions dans nos vies, chez les enfants et chez nous. On peut perdre le boulot, les enfants peuvent mourir, la famille peut encore avoir des sérieux problèmes. C'est ainsi qu'on préfère rester chacun de son côté et la vie continue. Et nous avons pensé aller voir le chef coutumier pour comprendre un peu qu'est-ce qui est coutume, qu'est-ce qui est valeur, qu'est-ce qui est mœurs, qu'est-ce qui est pratique avilissante. Alors le chef a commencé à nous expliquer. On a compris que le chef avait un problème sérieux. Il ne connaissait pas quelles sont les formes de violence sexuelle. Nous les avons d'abord formés sur le type de VBG qui existe, le viol, les agressions sexuelles, les agressions physiques, le mariage forcé, les violences psychologiques, le déni des ressources d'opportunités de service. Et toutes ces formes-là, le chef ignorait. Et nous leur avons dit, dès lors que la femme a connu l'adultère d'abord, il y a des hommes qui pardonnent leurs femmes, ils rentrent avec. Mais nous, on n'est pas là. Parce que ces femmes, logiquement, ils ont vraiment réduit notre valeur. Et pour nous, ils doivent être sanctionnés par des punitions. Que ce soit traditionnelles, spirituelles et consorts. Mais pour les innocentes, les femmes qu'on a prises par force, sans leur consentement, ces femmes-là devaient être protégées par nos communautés. Elles devaient se sentir dans la famille. Mais dès lors qu'elle est devant une arme, devant beaucoup de gens qui veulent tuer le mari avec les enfants, la femme accepte de s'humilier pour que ces gens puissent abuser d'elle. Autant d'hommes sur une femme. Et juste après, sous la pluie, un homme dit à sa femme, allez prendre tes bagages dehors parce que j'ai sauvé sa vie. C'était méchant. Et nous avons plaidé. Le chef coutumier ont compris. La plupart ont demandé même pardon. Ils se sont dit qu'on ne savait pas. Il y a des choses qui évoluent. Ça aussi, ils étaient en ignorance. Mais maintenant, ils ont compris que c'est eux, par contre, qui devaient protéger ces femmes au lieu de laisser ces femmes dans le main de diable. Alors, le chef coutumier ont compris. Ils ont accepté. La coutume, ce n'est pas les écrits. Ce n'est pas les papiers. La coutume, c'est la parole. Dès lors que le chef ont dit plus question de paiement d'amende. Mais nous, parce qu'on n'est pas chef coutumier, on veut avoir des preuves par écrit. Et quelles pouvaient être nos preuves? C'était écrire un acte d'engagement pour interdire ces pratiques auprès des femmes victimes de violences sexuelles. Et aujourd'hui, nous avons gagné cet acte d'engagement d'abord au Kasaï central qui a 4 étapes. La première étape sont des consultations, telles que nous avons dit, avec les communautés, avec les maris, avec les chefs coutumiers. La deuxième étape, c'était former le chef coutumier, différentes formes de violences sexuelles, des protections d'abus et exploitation sexuelle. Troisième niveau, c'était le plaidoyer intégré pour la réunification des familles séparées. Et la quatrième étape, c'était la signature d'acte d'engagement. Et à Kananga, on a signé l'année passée, en 2021, au mois de février, cet acte d'engagement. Et à Chikapa, c'était la semaine dernière, où le chef coutumier a signé. Et l'étape suivante, c'est la vulgarisation de cet acte d'engagement. Et pour votre information, le Kasaï central, au début de cette année, a organisé un grand atelier régional pour les 5 provinces, Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Kasaï, Lomami et Sankourou, sur les aspects VBG. Donc il fallait d'abord parler sur les aspects de violence sexuelle et celles basées sur le genre, parce que vous savez que chez nous, avec la culture, apparemment on ne croit pas à ce genre de choses. Tellement qu'on sait que nos femmes ont des valeurs, elles sont protégées, mais on ne pense pas que ces femmes, tous les jours, il y a les actes de violence. Malgré qu'il n'y a pas la guerre, malgré qu'il y a la paix, mais on viole les gens, on viole les enfants, les femmes, tous les jours ici. C'est comme ça qu'on devait se mettre autour d'une table. Tout le gouverneur, pour une fois, dans notre région, ils étaient ensemble, les vice-gouverneurs, les assemblées, les ministres. Donc c'était une grande activité pendant 3 jours avec la bénédiction ou bien sous le haut patronage de la ministre nationale du genre Ndayasoulou Seba, que je salue devant vos micros, qu'on a organisé, c'est vrai, en partenariat
avec UNHCR, qui était un grand partenaire, UNFPA et les autres gouvernements provinciaux qui ont appuyé cette grande messe-là, où nous avons parlé de tout et de rien. Il y a eu des recommandations, des cérémonies, il y a eu des déclarations de gouverneurs de province qui se sont aujourd'hui levés comme un seul homme pour s'impliquer dans la lutte contre les violences sexuelles et celle basée sur le genre. Et à l'issue de cet atelier, vous savez, pour le Kasaï central, nous avons gagné encore 2 édits. Ouais. Le premier édit, c'est on a revisité l'édit portant pour interdiction de coutumes avilissantes à l'égard de la femme. C'était dit, toutes les dispositions étaient bonnes, mais on devait ajouter ce point-là de l'acte d'engagement pour dire qu'aujourd'hui, une femme victime de violences sexuelles ne peut pas payer les amendes. On ne peut pas considérer ça comme une infraction pénale. Non, elle est victime de violences sexuelles, elle doit être protégée. Alors, les hommes qui chassent ces femmes-là, on va commencer à les poursuivre parce qu'elles n'ont pas commis l'adultère. Alors, cette disposition a été aussi insérée dans l'édit et on a revisité l'édit. On l'a promulgué, séance tenante, pendant ce grand événement. Et il y a eu aussi l'édit, toujours avec l'initiative de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Il y a eu édit sur les modalités de paiement des frais scolaires des enfants victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Vous savez que nos enfants, il y a eu des partenaires qui sont venus avec de petits paquets pour la réinsertion socio-économique ou la rescolarisation des enfants victimes. Mais ces partenaires ont une période, ils vont partir. Mais quelle peut être la vie de nos enfants qui sont toujours victimisés à tout moment, qui sont victimes de violences sexuelles? C'est comme ça que nous avons encore arraché cet édit qui est déjà promulgué, qui réglemente aujourd'hui les paiements des enfants victimes ou survivants de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Et là, la nouveauté est des enfants nés du viol. Parce que après le passage de la guerre de Kamona-Nsapou, il y a des enfants aujourd'hui qui ne connaissent même pas leur père et ne savent pas étudier. Mais tous ces enfants, parce que la division des affaires sociales a déjà identifié ces enfants. La division du genre connaît déjà ces enfants. Ça veut dire que ce sont ces enfants qu'on peut aussi aider à préparer leur avenir. Et du coup, on est parti à Tchikapa avec la même activité et on a senti que les chefs coutumiers se sont accrochés à cet édit et à cet acte d'engagement. Ils ont signé et la suite est que chaque chef va aller vulgariser dans sa contrée. Voilà. Et vulgariser auprès d'autres chefs. Il y a des capitales de villages, un groupement peut avoir 10 villages, 15 villages, et chacun va se rassurer que le chef de ce village là-bas a aussi adhéré à cet acte d'engagement. Et c'est comme ça que nous allons faire ainsi de suite dans toutes les provinces pour quand même garantir la protection des femmes qui sont survivantes de violences sexuelles. Madame Dali Kambala, sous cette démarche avec l'acte d'engagement, est-ce que vous avez le soutien du gouvernement congolais? Oui, exactement, parce que les chefs coutumiers d'abord sont gérés par le ministère des Affaires, ministère de l'Intérieur et aussi des Affaires coutumières. Donc pour avoir ces chefs coutumiers, on est passé par le ministère de l'Intérieur. Les ateliers que nous avons organisés, c'était avec la participation de l'ANATC et aussi de tous les AT et les chefs coutumiers des territoires. Et c'est passé par le gouvernement. Et aujourd'hui, par exemple, au Kasaï central, dès lors que le gouverneur promulgue déjà un édit avec tous ces aspects dedans, ça veut dire qu'il a appuyé et il est obligé de vulgariser aussi ses activités. Et tout ce que nous faisons, c'est avec l'appui du ministère provincial du genre. Parce que nous ne pouvons pas faire de choses sans le genre, sans le ministère du genre, qui nous a accompagnés aussi à toutes les 4 étapes pour arracher l'acte d'engagement. Et donc, nous avons le gouvernement qui nous appuie à tous les niveaux. Le ministère du genre, le fait de se déplacer avec tout son cabinet, venir au Kasaï central, parler de violences sexuelles dans la région du Kasaï, c'est déjà pour nous un appui. Donc, nous avons besoin de ça. Évidemment, les difficultés ne manquent pas, parce que lorsque nous parlons de violences sexuelles, on pense que nous sommes en train de créer des cas pour se faire de l'argent avec le partenaire, pendant que nos sœurs sont violées par les hommes de chez nous, mais nous, on doit se taire parce qu'on vend en mal la province. Là, c'est dangereux.
C'est notre province, ce sont nos frères et nos sœurs qui souffrent. Donc nous sommes obligés de les protéger. Et pour faire taire cette histoire, pour diminuer ces cas de violence sexuelle, c'est le bourreau qui doit être arrêté. Et si le bourreau n'est pas arrêté, comment les communautés sauront que ces choses se font? Et ça existe, et ça a existé depuis longtemps. Parce qu'il y a des frères qui violent les sœurs, il y a des papas qui violent leurs enfants, il y a des oncles qui violent les nièces. Donc ça s'est fait dans nos communautés, mais les gens veulent les arrangements à l'amiable, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entende pas, il faut cacher, ça va mal, vous vendez nos mœurs. Mais si on ne parle pas de ça, qui les dira à notre place? Aujourd'hui, à l'Est, il y a tout un prix Nobel qui est respecté dans le monde entier parce qu'il est l'unique qui a parlé tout haut contre les violences sexuelles et il est aujourd'hui un exemple à suivre partout. Mais si c'est chez nous, non, demandez-la de ne plus parler beaucoup, elle va à mal la province. Est-ce que c'est vendre à mal? Évidemment, on n'est pas en guerre, on est en paix. Mais pourquoi ces actes doivent continuer? C'est comme ça que nous, on dit on ne va pas se taire. Dès lors que la femme et la fille vont se sentir en insécurité à la province du Kasaï central, nous allons toujours nous battre pour que ces cas puissent réduire. Et nous avons besoin de l'accompagnement de la justice. Si la justice ne fait pas bien son travail, ça sera difficile pour nous. Si déjà le PG ou le procureur de la République met en cause le combat que nous faisons pour dire peut-être que ces cas n'existent pas, on est en train de falsifier le cas, on est en train d'ajouter, ça fait quand même de mal. Parce que les cas de violence sexuelle, qui certifient? Ce sont des hôpitaux. Parfois les hôpitaux de l'État. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir de dire que voilà, il y a eu contact, il y a eu acte de violence sexuelle. Mais c'est avec toutes ces certifications que nous sommes convaincus qu'il y a des actes de violence sexuelle. Et il n'y en a pas que ça. Il y a des harcèlements sexuels qui se font tous les jours. Nos femmes qui travaillent dans le milieu scolaire, nos élèves, en milieu académique. Donc ce sont des choses qu'on doit cacher. Quand un professeur drague une fille, quand on lui demande les sexes en échange de points, toutes ces bêtises-là, non. Un pasteur qui est censé prier pour ses fidèles, mais il est en train de toucher au sein de femmes, qui est en train de demander des faveurs sexuelles, et tout ça, vous voulez qu'on se taise parce que nous sommes au Kasaï central. Non, ça doit s'arrêter. Nous mettons toujours en garde ces genres de hommes qui pensent qu'ils sont là pour éduquer les gens, mais ils sont là pour détruire toute une communauté. Et là, la FMDI est debout pour ça, et aux côtés des hommes et de femmes qui seront là pour lutter contre tous ces actes de violence. Madame Nathalie Kambala-Lucé, vous êtes directrice pays de l'ONG FMDI. Aujourd'hui, ça débat vous reçoit. Avez-vous un mot à l'endroit de cette initiative? En tout cas, je suis très fière et surpris de cette initiative. J'ai connu Sasa Studio depuis longtemps. Nous avons travaillé avec lui. J'admire tout le jour son travail, mais du jour au jour, ça a des surprises. Je suis aujourd'hui devant un plateau bien décoré avec Sasa Débat. Vraiment, tout ce que je peux vous demander, c'est juste un bon vent, vraiment plein succès dans toutes ces initiatives. C'est en train d'aller comme France 24, comme RFI, comme il y a beaucoup de débats qui se font, mais tout ce que je vais vous demander, c'est professionnaliser votre travail. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui font des débats comme ça, mais qu'on puisse sentir cette spécialité, cette spécificité dans le travail, comme vous le faites encore dans d'autres médias. Merci encore infiniment de nous faire confiance, de nous faire assister dans tout ce que nous faisons et nous accompagner sur terrain. Et aujourd'hui, si on est plus visible, c'est grâce aussi à Sasa Studio. De tout cœur, je vous dis merci. Mesdames et messieurs téléspectateurs, c'est la fin de votre émission Sasa Débat. John Daniel Kassalou à la réalisation et supervision, Henri Mindou à la présentation. Merci et à tout de suite.